Bienvenue à InfoSoir, voici les titres. Le Maroc accueillera en 2020 le Forum mondial de l'Alliance des civilisations. L'annonce a été faite suite à une rencontre à New York entre le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Nasser Bourita, et Miguel Ángel Moratinos, haut représentant onusien. Journée sans voiture à Rabat, une initiative lancée par une association de jeunes. Des restrictions sur la circulation automobile de quelques heures sur certaines avenues, un acte symbolique pour appeler à une prise de conscience écologique. La 19e édition du festival Le Boulevard se clôture ce soir à Casablanca. Ce rendez-vous incontournable des musiques actuelles a été très suivi par les médias nationaux et étrangers, notamment des sites spécialisés dans des styles de musique comme le métal qui était à l'honneur hier sur la scène du boulevard. À la fin de ce journal, vous découvrirez le village du Maroc inauguré à Luanda, capitale de l'Angola. Un espace où le savoir-faire des artisans marocains est à l'honneur. La soirée d'ouverture a été marquée par un somptueux défilé de mode. Madame, Monsieur, bonsoir. Le Maroc accueillera l'an prochain le Forum mondial de l'Alliance des civilisations. L'annonce a été faite à New York par le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Nasser Bourita, et Miguel Ángel Moratinos, haut représentant de l'Alliance des civilisations des Nations Unies. La rencontre s'est tenue en marge de l'Assemblée générale de l'ONU, prévue cette semaine. Reportage de nos envoyés spéciaux, Hind Mnabnbi, Khalid Njdi et Azdine Idrissi. C'est un homme qui a une grande connaissance du royaume. Miguel Ángel Moratinos, ancien ministre des Affaires étrangères espagnol, est aujourd'hui le haut représentant des Nations Unies pour l'Alliance des civilisations. C'est en cette qualité qu'il a rencontré à New York le ministre des Affaires étrangères et de la coopération Nasser Bourita. Une rencontre dont l'objectif est de discuter du rôle du Maroc dans les questions de paix et de cohabitation religieuse et civilisationnelle. On ne discute pas seulement de dialogue interreligieux, interculturel, mais aussi de prévention, de médiation, de lutte contre l'antiterrorisme, dans des dossiers qui intéressent énormément à Sa Majesté le Roi, Mohamed VI, et à toute la société marocaine. Cet entretien qui s'est déroulé au cœur du siège des Nations Unies a également été l'occasion d'annoncer la tenue au Maroc du Forum global de l'Alliance des civilisations prévu au dernier trimestre 2020. Et c'est une grande nouvelle parce que ça va porter pas seulement les rapports entre le monde arabe, le monde islamique, le monde occidental, mais aussi le monde africain, le monde de l'Amérique latine, qu'on aura une grande conférence, un grand sommet au Maroc sur l'égide des Nations Unies sur l'Alliance des civilisations. Cette rencontre a également permis de revenir sur les initiatives menées par le Royaume et notamment l'appel de Rabat pour la sauvegarde de la ville sainte d'Al-Qudus signé par Sa Majesté le Roi et le Pape François lors de la visite du souverain pontife au Maroc en mars dernier. Et avant l'Assemblée générale de l'ONU, prévue ce mardi, un sommet pour le climat se tient demain à New York. Ce week-end, 500 jeunes venus du monde entier se sont retrouvés au siège des Nations Unies pour proposer aux chefs d'État et de gouvernement des mesures concrètes et urgentes. Parmi ces jeunes figurent de nombreux représentants du continent africain. Ils s'inquiètent des effets du dérèglement climatique en Afrique. Reportage à New York de Khalid Njdi et Mohamed Magri. Le récit est de Amina Ben Khalq. Une jeunesse africaine déterminée à faire entendre sa voix. Le sommet de New York a donné la parole aux jeunes représentants du continent le plus affecté par les conséquences des aléas climatiques. Ces aléas menacent 66% des villes en Afrique et font planer le spectre de la famine et de l'insécurité alimentaire. Différentes nationalités et différentes cultures sont représentées ici, mais nous avons un but commun, agir contre le réchauffement climatique qui nous menace et menace les générations montantes. Le fait de voir toute cette jeunesse rassemblée autour du même objectif est rassurant. Nous espérons désormais que cette lutte ne s'arrête pas ici et que ces jeunes aient la force et le courage de mener ce combat jusqu'au bout. Mener ce combat, c'est encourager l'innovation au service de l'environnement. Voilà pourquoi ces jeunes activistes africains ont soumis aux 500 participants à ce sommet certains de leurs projets éco-responsables. On a présenté 4 projets très importants pour la jeunesse africaine, notamment sur l'utilisation des téléphones mobiles, qui permettent les femmes rurales et les jeunes qui se communiquent sur les problèmes du changement climatique. Ces activistes ont également appelé les pays industrialisés à faire face à leurs responsabilités et à tenir leurs engagements.
Des engagements pris lors de la signature de l'accord de Paris en 2015 pour contenir le réchauffement climatique à 1,5 degré. Mais selon les experts, les efforts anti-carbone de ces pays sont encore en deçà des attentes et devraient être multipliés par 5 pour éviter un scénario catastrophe. Face à l'urgence climatique, le Maroc a mis en place une stratégie de transition énergétique. En 2030, la part des énergies renouvelables dépassera les 50% de la production nationale d'électricité. Autre chantier, la politique de l'eau à travers une gestion durable des ressources hydriques. C'est un reportage de Hossein Ouzig et Rafiqa Goumad. Le récit est de Rizlan Taibi. Malgré une baisse de 50% des précipitations enregistrées depuis le début de l'année par rapport à la moyenne, le remplissage des barrages atteint un taux national satisfaisant de près de 60%, ce qui permet l'approvisionnement en eau potable du milieu urbain, des grands centres ruraux ainsi que l'irrigation des grands périmètres agricoles. Et c'est grâce à un programme éco-responsable portant sur la rationalisation de l'utilisation de l'eau que cet objectif a été atteint. Les saisons se sont imbriquées l'une dans l'autre. On ne distingue plus l'automne de l'hiver. Cela requiert un changement dans la gestion des agriculteurs de leur culture. Le Maroc prend en considération ces changements climatiques dans sa politique agricole. En effet, de grands efforts ont été menés par le Maroc dans le domaine de la lutte contre le réchauffement climatique. Selon l'indice de performance du changement climatique 2019, élaboré par des ONG internationales, le Royaume se place parmi les premiers pays en la matière. Doter chaque région d'un plan climat territorial qui prend en considération les spécificités et les priorités de chaque région. Et aussi pour donner de la crédibilité à notre action climatique, le gouvernement du Maroc, le CDD, est en train de renforcer le cadre de transparence à travers les communications nationales, les rapports annuels, mais aussi à travers la mise en place d'un système national d'inventaire de gaz à effet de serre. Grâce à ces mesures et selon plusieurs rapports internationaux, le Maroc est sur la bonne voie pour atteindre son objectif de 42% de ses capacités en énergie renouvelable d'ici 2020 et 52% en 2030. La société civile souhaite également contribuer à la protection de l'environnement à travers des actions écologiques. C'est le cas de la journée sans voiture célébrée aujourd'hui dans le monde entier. À Rabat, une initiative lancée par une association de jeunes a permis de mettre en place des restrictions sur la circulation automobile pendant quelques heures sur certaines avenues. Un acte symbolique pour appeler à une prise de conscience écologique. C'est un reportage de Merim Amellal et Mustafa Sadouni. Le récit est de Oussama Bkali. Ni klaxon, ni vrombissement, ni fumée grisâtre s'élevant des pots d'échappement. Ce matin, sur l'avenue Mohamed V à Rabat, les files interminables de véhicules ont fait place aux piétons et aux cyclistes. Organisée par l'association Jeunes du XXIe siècle, Rabat sans ma voiture a vu aujourd'hui sa 3e édition. Cette année, nous avons élargi le tronçon de route qui sera bloqué. Ce blocage durera 7 à 9 heures contre 4 à 5 heures l'année dernière. Inspirée des journées sans voiture organisées à Paris et Bruxelles depuis plus de 20 ans, cette association de jeunes a lancé cette initiative en ayant pour but de faire prendre conscience aux gens de l'impact du changement climatique et de l'intérêt qu'offrent certains sports, dont le cyclisme. C'est une très bonne initiative. L'avenue a même été bloquée pour nous permettre de rouler librement. Nous sortons chaque semaine et constatons toujours des embouteillages. Les embouteillages, c'est plus d'émissions de carbone et un impact négatif sur l'environnement. Moins de trafic et donc moins de pollution. Et puis le vélo comme alternative, ça diminue la paresse. Un message fort envoyé par l'association Jeunes du XXIe siècle qui nous invite à repenser notre logistique de déplacement en ville. Avec plus de 4 millions de véhicules en circulation au Maroc, c'est une occasion pour explorer des voies ayant une moindre empreinte écologique. Tout autre chose à présent avec l'ouverture de nouveaux collèges dans les zones rurales. En ce mois de rentrée des classes, l'objectif est de lutter contre la déperdition scolaire, notamment chez les filles. Des cartables et des fournitures sont également distribués pour encourager la scolarisation des élèves issus du monde rural. Exemple à Sidi Boulkhlef, dans la province d'Azelal. Dans ce reportage de Lahsen Houban et Adil Bouzkri, le récit est de Rizlan Taibi.
Ce nouveau collège va permettre à 140 étudiantes de poursuivre leur scolarité. Avant son édification, la majorité des jeunes filles interrompaient leurs études après le primaire. Les fournitures scolaires qu'elles ont reçues dans le cadre de l'opération 1 million de cartables les ont motivées davantage. Je trouve que c'est une bonne initiative. Nos parents ont été délestés d'un lourd fardeau financier. Avant, les jeunes filles ne pouvaient pas passer leurs examens pour accéder au collège. Le taux de décrochage scolaire était très élevé dans la région. Aujourd'hui, les choses ont changé. Pour les collégiennes qui habitent loin, elles peuvent s'inscrire à l'internat qui se trouve au sein de l'établissement. L'internat est d'une capacité d'accueil de 120 personnes. Les garçons aussi peuvent s'y inscrire. Au total, on compte 140 étudiantes. Grâce à cet établissement, 300 élèves issus de plus de 40 douars de la commune de Boulkhlef ont pu poursuivre leur scolarité. Améliorer votre condition physique grâce à une approche personnalisée, c'est le rôle du coach sportif. L'engouement des Marocains pour cette pratique se confirme, notamment à travers les réseaux sociaux. Plus accessible, le coaching permet aussi de faire du sport en plein air dans une démarche individualisée. Une tendance qui se confirme à Casablanca, où des équipements sportifs sont installés tout le long de la corniche de Ain Diab. C'est un reportage de Rita Sha et Youssef El Ghazi. Sur la corniche de Ain Diab, lieu de prédilection de nombreux sportifs, Lilia installe le matériel. Pas de temps à perdre. Dès l'arrivée de Meriem, sa première cliente de la journée, place à l'échauffement. Ok, ouais, on va courir déjà. Installée au Maroc depuis plusieurs mois, cette gymnaste est tombée dans le chaudron du sport dès son plus jeune âge. Médaillée à plusieurs reprises en Algérie, elle obtient à l'âge de 18 ans son diplôme de coach, une passion qu'elle a héritée de sa famille. Le coaching, c'est pas seulement se réveiller le matin, aller faire du sport, avoir des muscles et avoir un beau corps. C'est le contact qu'il y a avec les adhérents. C'est un contact humain. C'est pas forcément physique, mais c'est plus moral. Quand on fait du sport, c'est plus moral que physique. Un programme adapté à chaque personne à raison minimum de 3 heures par semaine. C'est ce que préconise Lilia. Ses clients se disent d'ailleurs satisfaits. Pour Meriem, qui avait l'habitude des salles de sport, le changement est radical. J'ai préféré opter pour du coaching personnel et là je viens 3 fois par semaine pour m'entraîner et franchement ça change, ça fait du bien et on a l'air frais. Tout comme Meriem, de plus en plus de Marocains optent pour l'air frais et le coaching personnel. Cette passionnée de sport et son amie ont elles aussi choisi de changer leurs habitudes et de se surpasser avec l'aide d'un professeur. Depuis que je me fais coacher, c'est-à-dire que je vais au-delà de mes limites. Donc j'ai des choses que je fais que je ne pensais pas que je pouvais faire. Tu arrives à plus aller dans tes objectifs, à plus maîtriser, cibler tes objectifs et essayer de les atteindre avec un coach qui te permet d'atteindre tes objectifs. Et c'est Rabé qui leur permet d'atteindre leurs objectifs grâce à un entraînement ciblé. Plusieurs fois par semaine entre Rabat et Casablanca, ce sportif qui s'est lancé il y a 5 ans dans le coaching personnel met son savoir-faire à disposition de nombreux férus de sport. Aujourd'hui, on a surtout une clientèle qui veut sortir de la salle, qui ne se sent pas motivée par la salle, par le regard des autres, etc. Donc dans la nature, ils se sentent plus à l'aise. Plus accessible avec des cours particuliers à partir de 300 dirhams l'heure. Désormais, le coaching personnel n'est plus réservé aux sportifs de haut niveau et aux célébrités. Le secteur s'est d'ailleurs démocratisé grâce à son impact sur les réseaux sociaux à travers des cours gratuits en ligne et des programmes suivis par des millions d'abonnés. Sur Internet ou en plein air, ce véritable phénomène de société a le vent en poupe et attire au quotidien de plus en plus d'adeptes. Son Altesse Royale, le prince héritier Moulay El Hassan, a présidé cet après-midi à l'école royale de cavalerie de Témara la cérémonie de remise du Grand Prix Sa Majesté le Roi Mohammed VI du concours officiel de saut d'obstacles. Le prince héritier a remis le Grand Prix aux vainqueurs ainsi que des prix aux cavaliers finalistes. Plus de développement sur cette compétition sportive juste après ce journal dans Que du sport. Nous ouvrons la page culturelle de cette édition avec la clôture du Festival international du film de femmes de Salé. Le grand prix de cette 13e édition a été décerné au film La Terre sous mes pieds de la réalisatrice autrichienne Marie Kreutzer. Ce long métrage a aussi remporté le prix du meilleur scénario. Le prix du documentaire a été remis à la réalisatrice kenyane Beryl Magoko pour le film In Search.
La cérémonie de clôture a également rendu hommage à l'actrice marocaine Mejdouline Idrissi et à la productrice tunisienne Dora Bouchoucha. À Casablanca, le festival Le Boulevard se clôture ce soir. La 19e édition de ce rendez-vous incontournable des musiques actuelles a été très suivie par les médias nationaux et étrangers avec plus de 200 journalistes accrédités. Les concerts étaient également diffusés en direct sur Internet pour mieux partager la passion des festivaliers pour des styles de musique comme le métal qui était à l'honneur hier sur la scène du boulevard. Reportage Rita Saha, Mamadou Diaye et Yousf El Ghazi. Devant des fans en furie, le groupe tangérois Dipscar a fait un véritable carton. Le dauphin de la compétition tremplin dans la catégorie rock metal s'est produit hier sur la scène du boulevard, un espace artistique qui a attiré de nombreux mélomanes mais également près de 200 journalistes venus des 4 coins du monde, télévision, radio, réseaux sociaux, sites spécialisés. Cette 19e édition du festival a été relayée par tous les supports. Alors pourquoi pas le métal ما يكونش عنده حتى هو واحد le public واحد la notoriété ici au Maroc وهذا هو الهدف ديالنا حنا كصحفيين sur le web. Devant la scène, pendant le concert, face au public ou en coulisses, la presse a immortalisé chaque instant du festival. Des équipes médias accréditées depuis ce bureau composé de nombreux bénévoles, des férus de musique alternative qui travaillent sans relâche depuis plusieurs semaines. Le bureau de presse a un travail d'organisation, de récupération de toutes les informations, de tous les rushs d'images. On transmet ces données, ces documents et ces informations en général à la presse directement, mais aussi à notre bureau de production du boulevard. Cette semaine, de nombreux concerts ont été suivis en direct sur la toile par plusieurs dizaines de milliers d'internautes. Certains fans de rap, de rock ou heavy metal ont quant à eux tenu à profiter de l'expérience en live pour vivre pleinement les sensations fortes du boulevard. Pour clôturer cette édition, direction l'Angola, à Luanda, capitale de ce pays d'Afrique australe. Le village du Maroc a été inauguré, un espace où le savoir-faire des artisans marocains est à l'honneur. La soirée d'ouverture a été marquée par un somptueux défilé de mode. Reportage de nos envoyés spéciaux, Sarah Jabri et Abdelfatah Moumen. Des coupes modernes et épurées, des couleurs pastel, des matières raffinées et des accessoires qui s'inspirent des traditions vestimentaires angolaises, les caftans présentés par Samira Haddouchi sont un métissage de culture. Une collection composée de 58 tenues, fruit d'un travail de longue haleine, spécialement confectionné pour la Biennale de Luanda. مزج جوج ثقافات بين القفطان المغربي الاصيل وثقافتنا المغربيه وفي نفس الوقت حاولت نخرج شويش ديال الثقافه الانغوليه اولا اللوانديه شنو كيعملوا الو لقيت دي زاكسيسوار راك شفتوا داك لامالغام اللي عملت في لو باساج الثاني. الباساج الاولاني كان 100% ماروكان والباساج الثاني كان الخليط بين ثقافتنا المغربيه والثقافه الانغوليه. Tout au long de la biennale, le village du Maroc investit le site de la marginale luandaise dans un chapiteau qui reflète le savoir-vivre marocain et la richesse du patrimoine culturel, matériel et immatériel du royaume. Mais Luanda, vous savez, c'est le cœur de l'Afrique australe et le cœur du monde lusophone. Donc c'est pour faire découvrir toute cette Afrique australe représentée à la Biennale, la culture, les différentes facettes du Maroc. Une invitation à la découverte à la fois pour les Angolais et les diasporas étrangères et une occasion pour la diaspora marocaine de renouer avec les traditions de son pays d'origine. Ça fait beaucoup de temps que je ne suis pas partie au Maroc, bien sûr, et c'est un micro-Maroc. Les sons, les odeurs, et tout ça te manque. Ça nous fait vraiment plaisir afin de donner une petite idée aux Angolais de ce que représente le Maroc. D'un Maroc qui est tout près de l'Afrique en fait. J'ai été interpellée par les festivités, je suis d'origine mauritanienne. J'ai tenu spécialement à porter l'habit traditionnel de mon pays, puisqu'il est très similaire à l'habit traditionnel des provinces du sud du Maroc.
Le défilé, la mode, ça me donne l'envie d'aller faire un tour au Maroc. Et j'ai vu toute votre exposition vraiment très bien. Vraiment, je suis très content de voir comme ça. Donc vraiment, le tourisme au Maroc, ça marche bien. Pendant une semaine, les couleurs, saveurs et senteurs marocaines seront célébrées au village marocain, au cœur de la capitale angolaise. Les visiteurs y seront accueillis dans la pure tradition marocaine. Avant de nous quitter, je vous rappelle l'une des principales informations de cette édition. Le Maroc accueillera l'an prochain le Forum mondial de l'Alliance des civilisations. L'annonce a été faite à New York par le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Nasser Bourreta, et Miguel Ángel Moratinos, haut représentant de l'Alliance des civilisations des Nations Unies. La rencontre s'est tenue en marge de l'Assemblée générale de l'ONU, prévue cette semaine. C'est la fin de cette édition. Vous retrouvez tout à l'heure Sana Rahimi pour Al-Masaiya et demain Ihsan Benbel pour Infosoir. Excellente soirée sur 2M.